Le 18 novembre 1803, l'armée de Jean-Jacques Dessalines emporte une victoire éclatante sur ce qu'il reste de l'expédition française. C'est la première fois qu'un peuple issu de l'esclavage vainc un peuple dominateur sûr de sa supériorité militaire, surtout de sa supériorité raciale. Donc avec Vertières, nous apportons le démenti le plus solennel à l'idée de la hiérarchie supposée entre les races humaines. Jean-Marie Théodate, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne et directeur de l'Institut Géographie de cette même université. Alors, nous commémorons aujourd'hui la bataille de Vertières, 18 novembre. Alors, je rappelle que vous avez publié un livre avec Jean-Claude Bouffard-Thomas, ça s'appelle « Après Vertières, Haïti, épopée d'une nation ». Donc, c'est l'occasion pour nous de nous entretenir avec vous sur Vertières. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler, pour ceux qui nous écoutent, l'importance de la bataille de Vertières? Alors, il faut déjà rappeler donc les faits. Le 18 novembre 1803, l'armée de Jean-Jacques Dessalines, qui s'est elle-même donnée comme nom l'armée indigène, emporte une victoire éclatante sur ce qu'il reste de l'expédition française qui, à partir de février 1802, était venue à l'instigation de Napoléon Bonaparte pour rétablir l'esclavage dans les îles, en particulier à la Guadeloupe et à Saint-Domingue. Donc ce jour-là, l'armée soulevée des anciens esclaves, des marrons, mais avec également l'aide très importante des anciens libres, ce qu'on appelait les affranchis, les libres de couleur, qui se sont alliés pour mettre en déroute l'armée coloniale. Et c'est ainsi que nous pouvons dire que cette bataille de Vertières peut être considérée dans une triple dimension historique. D'un point de vue stratégique, c'est la fin du rêve d'un renouveau de l'empire impérial français qui à l'époque s'étendait également sur le continent, de la Louisiane jusqu'aux montagnes rocheuses. Donc avec la perte de Vertières, avec la perte de Saint-Domingue, c'est la fin d'un rêve impérial à l'échelle d'un point de vue stratégique. D'un point de vue plus tactique, Vertières, c'est l'aboutissement d'une guerre d'abord civile entre les mulâtres et les blancs pour l'égalité des droits, puis l'entrée en lice des esclaves qui se battent pour, cette fois-ci, l'abolition générale de l'esclavage, et finalement, Toussaint Louverture, qui a été à la fois le porte-flambeau et, comme son nom l'indique, le pionnier dans cette bataille, a laissé en héritage à Dessalines, qui fut son principal lieutenant, une constitution qui fait de cette ancienne colonie française un territoire autonome sur le point de prendre son indépendance. Donc 1803, c'est l'aboutissement de cette longue bataille en vue de l'émancipation. Et enfin, 1803, c'est le début d'un nouveau cycle à une échelle beaucoup plus courte, à un pas de temps beaucoup plus national sur le plan politique, c'est-à-dire c'est l'accession au pouvoir des nouveaux libres, la prise de pouvoir par les militaires, et depuis, on peut dire que l'ADN même de l'État haïtien est marqué par cette prise de pouvoir historique de la catégorie la plus humble de la société. Alors, on sait aussi que Vertières n'était pas la première révolte d'esclaves dans la région, il y a eu d'autres. Mais alors, qu'est-ce que Vertières a de particulier par rapport aux autres? Alors, la particularité de Vertières par rapport à toutes les autres révoltes qui ont eu lieu non seulement dans la colonie française de Saint-Domingue, mais un peu partout dans les îles, au Brésil, en Colombie, au Venezuela, aux États-Unis, partout où il y avait donc asservissement de l'homme par l'homme, il y avait ces révoltes très sanglantes, notamment dans une île voisine, à la Jamaïque, où dans les Blue Mountains se sont maintenues des communautés de marrons qui ont souvent tenu la dragée haute aux forces coloniales anglaises. La nouveauté avec Vertières, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la colonisation, l'on voit
une puissance étrangère, et pas la moindre, l'Angleterre, faire alliance avec des autorités issues de l'ancienne catégorie servile, c'est-à-dire avec Toussaint Louverture, pour mettre en déroute ce que l'on pourrait considérer comme une puissance coloniale, la France en l'occurrence. C'est un véritable basculement. Cela veut dire que pour la première fois, les révoltes esclaves aboutissent à la formalisation d'un État capable de compter sur l'échiquier international, avec la possibilité donc de parlementer avec les étrangers, même si l'indépendance d'Haïti n'est pas reconnue à l'époque de Toussaint Louverture, ça reste encore une colonie française, mais il y a de tels pourparlers avec les Anglais. Il y a des accords qui sont signés avec Maitland notamment, celui qui était chargé par les Anglais de prendre possession de cette partie du territoire. Et les accords commerciaux avec les États-Unis, notamment, même si le territoire n'est pas formellement reconnu, font en fait de cette bataille le moment de bascule où ce qui était au départ un État marron, c'est-à-dire une autonomie non reconnue par les autres autorités, va devenir formellement, à partir d'abord du 29 novembre 1803, c'est-à-dire à peine 10 jours, 11 jours après la bataille, il y aura la première déclaration d'indépendance qui sera signée à Fort-Liberté, puis à l'instigation de Boiron-Tonnerre, le secrétaire de Dessalines, la deuxième déclaration, c'est-à-dire la deuxième version sera beaucoup plus virulente, elle marquera une volonté de rupture beaucoup plus radicale avec l'ancienne puissance coloniale. Oui, justement, parlant de la fin, effectivement, de cette guerre, alors, on sait que après 12 ans de combat, Dessalines et Rochambeau signent la fin des hostilités par un acte de cessation des combats. Était-ce, on va dire, là, une capitulation ou une reddition? D'abord, est-ce que vous pouvez faire la différence pour nous entre, on va dire, capitulation et reddition? Alors, il y a une ambiguïté d'ordre historique, d'ordre épistémologique, nourrie par le fait que le même événement est référencé différemment selon les archives auxquelles nous avons accès. Certains actes parlent de capitulation, d'autres parlent de reddition. La différence entre reddition et capitulation, elle est importante. Une reddition, c'est quand on se rend sur le terrain avec un effet immédiat de cessation de toute hostilité dans l'instant et surtout dans le lieu où se fait cette reddition. Tandis que lorsque on parle de capitulation, la capitulation suppose non seulement la cessation des hostilités, mais la constitution comme prisonnier, en fait, de celui qui demande, en fait, la cessation des activités. C'est-à-dire, il y a une sorte d'inégalité stratégique et tactique dans le fait de capituler par rapport à un ennemi supposé en position de force. Et c'est précisément ce qui s'est fait dans le cas de la bataille de Vertières. L'armée française a capitulé, c'est-à-dire prenant acte de son confinement sur le plan tactique sur le territoire. Il faut comprendre que la bataille de Vertières se déroule dans un espace qui est une sorte d'amphithéâtre, avec les forces françaises situées en position éminente et dominant donc la plaine de Vertières où les forces rebelles essayent de monter à l'assaut. Et c'est par une tactique, un mouvement de prise à revers, par la butte charrier, que finalement les forces indigènes sont arrivées à l'emporter en faisant sauter la poudrière donc, de Vertières. Et à partir de ce moment-là, n'ayant plus de recul, les forces françaises se battent littéralement le dos à la mer. Dans la rade du Cap Haïtien, d'ailleurs, les attendent les Anglais qui menacent de les anéantir si jamais ils essayent de fuir par cette ultime issue. Donc, Rochambeau se trouve pris dans une souricière, il est vraiment pris dans un piège, et c'est pour cela qu'il est obligé de capituler, au sens que
les Français s'engagent dans un délai de 10 jours à évacuer les 2 ultimes points qu'ils contrôlent encore sur le territoire, c'est-à-dire la plaine du Cap et le môle Saint-Nicolas, et ce qu'il reste des forces françaises seront répartis en 2 lots. D'un côté, il y a ceux qui partent comme prisonniers des Anglais qui seront enfermés dans des prisons à la Jamaïque, et de l'autre, les forces trop mal en point qui ne peuvent pas subir, subir le voyage, mais c'est de cela qu'il s'agit. Effectivement, ils ne peuvent pas supporter le roulis du bateau pendant le voyage et qui sont laissés aux bons soins de Dessalines. Mais ce que nous savons, c'est que ces soldats blessés seront tous massacrés. Donc, en fait, est-ce que cette différence dans les documents français, c'est plutôt est-ce qu'il y a une différence entre, on va dire, les sources françaises par rapport à cette bataille et les sources haïtiennes, ou bien est-ce que on va dire, c'était plus humiliant pour l'armée française d'admettre que c'était une capitulation, ou parce que c'est aussi, on va dire, c'est une bataille idéologique aussi, une bataille sémantique aussi pour. Nous n'avons pas à ce jour mis la main sur le document originel, celui sur lequel Français et Haïtiens se sont véritablement penchés, parce que il a été automatiquement, je pense, subtilisé par les Anglais et probablement fait en 2 versions. Une version haïtienne, dont nous n'avons pas encore trouvé les traces. Je pense probablement que les nombreux incendies et les déprédations qu'il y a eu dans les archives en Haïti sont ici responsables. La version française a probablement été subtilisée par les Anglais. Ce qu'il nous reste, c'est une sorte de fac-similé de la main de Rochambeau, dans lequel signé par Rochambeau. On ne sait pas si c'est lui qui a factuellement écrit ce document, et dans lequel il raconte donc les conditions de sa capitulation, les conditions de son départ et les conditions donc de sa mise à disposition également des autorités anglaises, parce que Rochambeau est automatiquement mis en prison à la Jamaïque, comme le sont la plupart des forces françaises qui se sont rendues à Vertières. Voilà, il faut aussi rappeler que Vertières, effectivement, c'était une bataille longue et cinglante qui a quand même duré 12 ans, c'est ça? C'est-à-dire, Vertières, c'est la dernière bataille d'une guerre d'indépendance qui a commencé, on pourrait dire au moins en 1750, pour rendre hommage ici à Macandal, qui était l'empoisonneur patenté, la terreur des Blancs de la plaine du Nord, et qui, par ses actes, a entretenu la flamme de la révolte, qui sera rallumée par Boukman, Cécile Fatiman, à la cérémonie du Bois Caïman en 1791, et nous savons que depuis 1791 jusqu'à 1803, pendant donc une douzaine d'années, cette dite guerre de l'indépendance va miner progressivement les forces coloniales françaises et nous allons assister à l'ascendance au premier plan de la figure de Toussaint Louverture qui, depuis le Bois Caïman jusqu'à son arrestation en juin 1802, va représenter la plus haute expression de la volonté d'autonomie de ces anciens esclaves. Alors maintenant, aujourd'hui, on va dire plus de 200 ans après, qu'est-ce qu'il faut tirer de Vertières, on va dire, pour l'histoire? Qu'est-ce qu'il faut tirer aujourd'hui de Vertières pour l'histoire de l'humanité, on va dire, dans son ensemble? Je pense que Vertières a une triple importance. D'un point de vue universel, c'est la première fois qu'un peuple issu de l'esclavage vainc un peuple dominateur sûr de sa supériorité militaire, surtout de sa supériorité raciale. Donc, avec Vertières, nous apportons le démenti le plus solennel à l'idée de la hiérarchie supposée entre les races humaines. D'un point de vue strictement haïtien, Vertières, c'est la conclusion d'une guerre civile qui a commencé d'abord entre les mulâtres et les blancs et qui a pris la dimension sociale lorsque les esclaves également sont entrés en lice, et c'est le point d'aboutissement d'une révolution que l'on peut considérer comme une révolution africaine, parce que au moment de la bataille de Vertières,
plus des 2/3 de la population étaient des bossals, c'est-à-dire des gens qui avaient été réduits à l'esclavage alors que c'était des citoyens comme vous et moi qui étaient libres, qui donc du jour au lendemain dû quitter leur métier, quitter leur famille, quitter leur continent pour venir servir comme esclaves, travailler à titre gratuit pour un maître. Eh bien, ce sont ces gens-là qui se sont révoltés. Donc, en ce sens, on peut dire que c'est une révolution proprement africaine. Enfin, Vertières, c'est l'aboutissement d'une éthique qui est fondée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Il fallait beaucoup d'abnégation. Il fallait être magnanime pour accepter de mourir dans l'idée que par la mort, on pouvait sublimer la liberté de tout un peuple, de toute une nation. Et c'est en ce sens que la bataille de Vertières n'est pas seulement un événement haïtien, un événement national, mais véritablement un exploit sur le plan universel. Alors, maintenant, sur le plan politique, effectivement, d'après vous, qu'est-ce que Vertières a changé vraiment sur le plan politique dans l'histoire de l'humanité? Alors, sur le plan politique, Vertières a un impact d'abord sur le plan interne en Haïti, avec la mise en place d'un pouvoir militaire, la mise en place d'un pouvoir où ce sont les généraux et les officiers qui vont non seulement dominer l'espace politique, mais également l'espace social, l'espace économique, par l'attribution des terres aux vainqueurs de Vertières. Donc Vertières devient une sorte de titre de gloire dont vont s'enorgueillir pendant plusieurs générations les militaires et leurs descendants, faisant de cette catégorie sociale une sorte de caste de fait à l'intérieur du territoire. Ce sont les ancêtres des grands dons, des grands propriétaires qui, aujourd'hui encore, constituent l'ossature de l'élite sociale, de l'élite foncière de la République haïtienne. Alors, on sait, en fait, aujourd'hui, comment dire, la bataille n'a pas... En fait, la bataille symbolique continue encore parce que ça fait pas très longtemps que le mot Vertières est inscrit dans un dictionnaire et aussi, il y a encore d'autres initiatives, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience en Occident, en particulier, d'une certaine reconnaissance de cette, on va dire, de ce passé qui est aussi un peu l'histoire de France? Je pense qu'il y a une sorte de redécouverte de l'importance non seulement de Vertières, mais de l'histoire d'Haïti de façon générale par les peuples afro-descendants à un moment où une nouvelle génération de chercheurs, de penseurs, de philosophes se penche sur la question non seulement de l'histoire coloniale, mais surtout de l'histoire décoloniale. Et on se rend compte que, à cet égard, Haïti a été un État pionnier. Vertières dans le dictionnaire, c'est grâce à notre académicien Dany Laferrière qui, par sa position éminente, l'a inscrit en quelque sorte dans la conscience, sinon collective, mais dans la conscience éditoriale française. Mais cela n'en fait pas pour autant un point, je dirais, consensuel. La plupart des gens ignorent ce qui s'est passé à Vertières, et rares sont ceux qui mettent véritablement aujourd'hui le nez dans un dictionnaire. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que le monde ne prenne véritablement conscience de l'importance de cet événement. Merci beaucoup Jean-Marie Théodate, et je rappelle le titre de votre livre avec Jean-Claude Breuffard-Thomas. Ça s'appelle « Après Vertières, Haïti, épopée d'une nation ». Voilà, que vous pouvez trouver, chers amis, dans toutes les bonnes librairies. Merci encore Jean-Marie. C'était un plaisir.